Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties, le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter. Puis ensuite, Territoire d'info avec l'invité politique ce matin, c'est Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national député du Nord qui sera notre invité. Enfin la 3e partie avec l'actualité parlementaire et politique de cette émission. Et puis nous nous rendrons dans quelques instants à Nice pour la 4e édition de Neuroplanète. Je salue, on les voit à l'écran en ce moment, Étienne Jernel, le PDG du Point, et le professeur Olivier Guérin qui seront nos invités en duplex et en direct du centre universitaire méditerranéen avec cette édition, 4e édition de Neuroplanète du 15 au 16 mars à Nice. Et vous verrez, il s'agit du cerveau. Voilà, dans un instant, on passe au JT des territoires, on s'y retrouve. A tout de suite. Bonjour à tous. Pour démarrer ce journal, vous le savez, et une récente étude l'a démontré, la pollution est partout. Fumée de cigarettes, bougies ou encore solvants, l'air de nos intérieurs est souvent très pollué. Un fabricant de textiles de décoration de la Loire a lancé une belle innovation, le premier rideau dépolluant. C'est la PME Linder, installée à Viollet, qui le commercialise. Céline Ercilla, pour TL7, Télévision Loire 7, l'a rencontré pour nous. Regardez. À première vue, cela ressemble à des rideaux ordinaires. Mais ce tissu renferme une arme redoutable contre les polluants qui empoisonnent l'atmosphère de votre maison. Le principe actif incorporé dans la teinture va vous débarrasser des composants nocifs émanant des solvants, colle, peinture et même cigarettes de votre intérieur. Quand vous allez suspendre le rideau dans votre maison, les particules de formaldéhyde qui sont présentes dans l'air, au contact du rideau, vont être détruites. Donc le principe, c'est pas du tout un principe buvard, absorbeur de molécules, c'est vraiment l'inverse, toutes les molécules sont détruites. On a réalisé un test et au bout de 72 heures dans une pièce fermée, 100% des formaldéhydes sont détruits. Avec cette innovation, l'entreprise a tapé juste et répond aux préoccupations actuelles. Le produit a tout de suite rencontré un vif succès et se vend très bien en France, mais aussi aux Émirats et au Canada. L'entreprise familiale, implantée depuis 1904 à Viollet, compte aujourd'hui 3 sites, dont celui de Saint-Marcel-de-Féline, qui produit non-stop des kilomètres de tissu à hauteur d'1 million de mètres carrés par mois. Pour faire prospérer cette entreprise textile au XXIe siècle, la 5e génération de dirigeants s'appuie sur son solide savoir-faire pour développer des idées innovantes. Donc de nos jours, de toute façon, on est obligé de se démarquer. De se démarquer notamment par rapport à toutes les grandes productions d'importation, notamment asiatiques. Donc il faut se démarquer, il faut trouver des produits originaux, des choses nouvelles en permanence. On est tout le temps dans la recherche de nouvelles choses. Et ça passe évidemment par un savoir-faire technique important et de pointe pour pouvoir mettre au point des choses complexes, des choses pointues, élaborées. Et donc on est en permanence dans la recherche de nouveaux produits, de nouveaux développements. Linder est la première entreprise à avoir développé ces rideaux dépolluants. Ses dirigeants travaillent déjà à d'autres projets et devraient proposer prochainement de nouvelles particularités techniques made in Loire. Dans ce JT, une page transition écologique. Maintenant, un bon moyen à présent de lutter contre le gaspillage alimentaire. Comment redonner une seconde vie aux légumes que l'on appelle moches, pas encore consommables. 4 agriculteurs des Pyrénées-Orientales ont lancé Cibio depuis 2013. Cette entreprise récupère tous les fruits moches, invendables en grande distribution, afin d'en faire des jus de fruits et autres produits. Pour l'instant, Cibio produit plus d'1 million de bouteilles par an et l'entreprise catalane compte bien augmenter sa distribution nationale. Vous allez le voir avec Alizé Marty pour Via Occitanie, notre partenaire. Cela fait 20 ans que cet arboriculteur produit des fruits bio dans les Pyrénées-Orientales. Mais ce producteur va bien au-delà de cette méthode d'agriculture. En effet, il conserve les fruits considérés comme moches. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que l'exigence des marchés est de plus en plus compliquée, entre guillemets. Donc les gens ont envie, même en bio aujourd'hui, de ne pas avoir des fruits cabossés ou des fruits tachés, etc. Donc les écarts de tri, globalement, ça représente entre 10 et 20% de notre production. Ce n'est pas les fruits les moins bons gustativement. Alors certes, ils ont des défauts visuels, mais c'est des bons fruits et donc on leur fait vivre une seconde vie à travers la transformation. Je viens de recevoir un camion de pommes, on va récupérer pour les palox pour les rentrer au frigo.
C'est à travers la société Cibio que ces fruits grêlés ou abîmés pendant les récoltes sont transformés. Au total, plus d'une quarantaine d'agriculteurs du département évitent ainsi le gaspillage. C'est important par rapport aux agriculteurs. C'est des produits qui, s'ils devaient les jeter, ils paieraient pour les jeter, pour les détruire. Donc on va créer une valeur ajoutée, même si elle est peut-être un peu faible à leurs yeux. Mais bon, toujours est-il, c'est qu'ils récupéreront dessus quelque chose. Et deuxièmement, dans l'agroalimentaire, on ne jette rien, on transforme tout. Donc ça, c'est inadmissible qu'on puisse jeter des fruits consommables. Consommables, bon, peut-être pas en l'état, mais c'est quand même des denrées alimentaires, on n'a pas le droit de les jeter. Chaque année, 1200 tonnes de fruits sont donc transformées. Jus, nectar, compote ou encore confiture. Bien qu'ils soient moches, le goût de ces fruits n'en est pas altéré. On accepte les fruits un petit peu moches, mais on n'accepte pas les fruits pourris. On fabrique des jus de fruits, on ne fait pas n'importe quoi non plus avec n'importe quel produit. Une fois que ces fruits ont été nettoyés et rincés, ils vont passer dans une broyeuse. De la broyeuse, on va faire une sorte de purée un petit peu épaisse. Ils vont passer dans une presse à bande, on appelle ça, où on va vraiment extraire tout le jus du fruit, quoi. Pour l'instant, Cibio produit 1 200 000 bouteilles par an. L'entreprise catalane compte bien augmenter sa distribution nationale. Direction Marseille à présent, où des lycéens se mobilisent pour financer leur voyage. Les élèves d'un lycée professionnel ont un planning bien chargé chaque mardi après-midi. Ils lavent les voitures des habitants du quartier pour 10 €. Une initiative qui leur permettra de financer une partie de leur voyage au Parlement européen à Bruxelles. Bien décidés à devenir des citoyens engagés, vous allez le voir. Yantel Criado pour Provence Azur TV, notre partenaire, les a tous rencontrés. Nettoyer, astiquer, ils n'ont qu'une seule chose en tête, leur voyage à Bruxelles. Houssine, Thomas, Bilal et leurs camarades de classe sont en seconde au lycée professionnel Frédéric Mistral à Marseille. Ils ont pour projet de partir une semaine à Bruxelles pour leur année de terminale, visiter le Parlement européen. Mais un tel voyage, ça se prévoit. Alors pour en financer une partie, ils se sont lancés dans le lavage auto. Chaque mardi après-midi, ils proposent aux habitants du quartier un lavage intérieur et extérieur de leur voiture pour seulement 10 €. Une initiative portée et encadrée par 3 de leurs professeurs. Je pense que dessous, si tu ouvres le coffre, il y a un endroit pas sec encore. Ils ont monté des équipes. Il y a une équipe qui s'occupe de l'extérieur de la voiture, une autre de l'intérieur de la voiture. Il y a un élève qui est chargé d'accueillir les gens. Mais c'est vrai qu'entre eux, il y a une espèce d'émulation. Et là, ils ont chacun trouvé leur place. Et en fait, presque, ils n'ont plus besoin de nous. Ils prennent leur mission bien à cœur, car chair et chiffon en main, les lycéens sont plus motivés que jamais. Une façon de responsabiliser ces jeunes et leur donner le sens de l'effort. Dès qu'on lave les voitures, on pense à notre voyage, à notre projet. Ça nous active, on va dire. Ça crée de la complicité, bonne ambiance. Un projet qui permet également de créer du lien entre les élèves avec leurs professeurs, mais également avec les habitants du quartier. J'ai l'impression, moi, de faire une bonne action et c'est sympathique. Enfin, ils font ça bien, non? On dirait des pros. Hein. Je vais leur mettre un peu plus. Quand même. C'est très gentil. Quand même. Pour les jeunes, oui. En plus, qu'ils se donnent du mal. Non, c'est très bien, très bien. Non, je suis fan. J'ai pris rendez-vous pour 2 voitures. L'opération se poursuivra chaque mardi. Il faudra environ 4 000 € pour faire s'envoler ces 21 élèves et leurs professeurs pour Bruxelles dans 2 ans. Ils espèrent réunir la moitié de cette somme grâce au lavage auto. Et ça semble plutôt bien parti car le planning des prochaines semaines est déjà bien rempli. Voilà, dans un instant, le club de la presse. J'accueille entre autres Stéphane Beignet ainsi qu'Étienne Jernel Dupont et le professeur Olivier Guérin, vous le savez, depuis Nice en duplex. Stéphane Beignet, c'est le directeur de l'information de TVR, c'est-à-dire Rennes 35 Bretagne. Mais tout de suite, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. On s'y retrouve. Avec l'arrivée sur le plateau de Saveria Rojek. Bonjour Saveria, merci d'être là, à la une de la Voix du Nord. Les jeunes qui se mobilisent pour le climat un peu partout dans le monde d'ailleurs. En 2050, vous serez morts, pas nous. La jeunesse du monde entier est appelée à défiler dans la rue aujourd'hui pour réclamer des actions fortes pour le climat. Une mobilisation inédite prévue dans 150 villes de France à laquelle les jeunes du Nord et du Pas-de-Calais ont répondu en nombre. À Lille, à la fac de droit, certains ont pris les devants. Hier, des ateliers avaient lieu dans le hall pour encourager au rassemblement et adopter déjà les bons réflexes. Le même jour, Jean-Michel Blanquer a prévu des débats sur l'environnement dans les lycées, estimant qu'il y a mieux à faire que de sécher
les cours. Un geste désespéré pour tenter d'étouffer les contestations selon les jeunes grévistes. Et puis notez que demain aura lieu la marche du siècle pour le climat. Des milliers de personnes prévoient de manifester dans la plupart des villes de France. Voilà, la une des dernières nouvelles d'Alsace, c'est le grand débat. Acte 2, bien sûr. Fin officielle aujourd'hui de cette grande consultation inédite. Près de 255 réunions organisées en Alsace à l'occasion du grand débat national qui s'achève donc aujourd'hui. Des échanges constructifs. Une conférence régionale citoyenne aura lieu les 22 et 23 mars pour présenter des propositions concrètes au gouvernement. La fiscalité reste avec le pouvoir d'achat le thème majeur des revendications. Que retiendra l'exécutif? Autant de questions auxquelles doit bien sûr répondre maintenant le gouvernement. Et puis à la une Sud-Ouest, le grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine. Y a-t-il trop d'élus locaux? Une bonne question. Communes, intercommunalités, départements, régions, États, la France est le pays d'Europe où se superposent le plus de couches administratives. Ça représente 500 000 élus. Est-ce que c'est trop? Sud-Ouest pose la question. La France, c'est donc le pays qui a le plus de collectivités et donc le plus d'élus. Un héritage historique auquel il est difficile de s'attaquer, d'autant que la majorité des maires et de leurs adjoints exercent leur mandat sans recevoir d'indemnité. Voilà, et puis dans Sud-Ouest, une initiative positive de Jean-Claude Marché, qui est un ex-rédacteur en chef du Meilleur, retrouver les images des fêtes d'antan dans les villages. Et vous voyez peut-être sur l'écran cette page de Sud-Ouest, et c'est une initiative donc qui sera reprise à Blaye et dans le Blayais, édition importante de Sud-Ouest. Vous voyez Jean-Claude Marché et une jolie photo en noir et blanc de l'époque de cette fête du village. Saveria. Voilà, et on va terminer par une Normandie, la guerre du camembert, le changement du cahier des charges de l'AOP. Camembert de Normandie qui entre en vigueur en 2021 est au cœur d'une polémique en cause l'autorisation d'utiliser du lait pasteurisé dans la fabrication du fameux fromage. Le lait normand pourra ne représenter plus que 30% de la quantité totale utilisée. En d'autres termes, en permettant à un machin plâtreux sans goût d'arborer le label au même titre que les véritables camemberts, notre fleuron ne sera pas plus intéressant qu'un camembert générique, stérilisé, fabriqué au Canada, au Japon ou aux États-Unis, explique Richard Ramos, qui est député, pour alerter justement ses collègues sur la situation. Il a distribué hier à tous les députés un camembert dans leur casier, 577 camemberts dans les casiers à l'Assemblée nationale. Voilà un camembert au programme. Merci Saveria. On vous retrouve en troisième partie pour l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le club de la presse. On part pour Nice. Alors, bonjour Étienne Jernel, vous êtes le PDG du Point. Bonjour professeur Olivier Guérin, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes là parce que vous êtes présent à l'édition, la 4e de Neuroplanète. C'est des conférences, des ateliers qui ont lieu à Nice. Les extraordinaires pouvoirs du cerveau, c'est au centre universitaire méditerranéen. Je précise que c'est gratuit et c'est du 15, donc aujourd'hui, au 16 mars. Bonjour messieurs, une première question au professeur Olivier Guérin. Bonjour, merci de vous être levé tôt, d'être avec nous. À quel âge, vous qui en êtes un des spécialistes, on considère que l'on devient vieux. Qu'est-ce que c'est pour vous? À quel âge devient-on vieux? Avec ce nouveau monde qui est arrivé, Étienne Jernel nous en parlera après, on peut se poser des questions. Alors c'est une grande question, il n'y a pas d'âge en fait. On n'est pas vieux à un âge donné. Le vieux, c'est toujours celui qui a 10 ans de plus que soi, quel que soit son âge. Ça vous va comme réponse? Oui, très bien. Mais alors un peu plus précisément maintenant, on dégénère, entre guillemets, à partir de quel âge? Très jeune, je crois, non? Alors, le processus du vieillissement, ça commence à partir du moment où on a fini de se développer. Donc on s'engage dans les processus de vieillissement à partir de la puberté pour faire court. C'est bien pour ça qu'avec l'allongement de la longévité, il faut savoir gérer ce capital de vie qu'on a devant nous, qui est d'une centaine d'années pour quelqu'un qui naît de nos jours, et toute cette dimension d'acculturation de ce qu'on doit savoir faire, c'est 7h30, c'est difficile, pour rester en bonne santé, ça s'apprend dès l'école. Et c'est ça l'enjeu finalement des décennies à venir, c'est que l'on comprenne tous, individuellement, ce qu'il faut faire pour vieillir en bonne santé le plus longtemps possible et en autonomie. Olivier Guérin, vous êtes aussi adjoint au maire de Nice, Christian Estrosi. Vous êtes président de la Société française de gérontologie et de gériatrie. Et vous avez monté un pôle santé, innovation santé à Nice. Il y a d'ailleurs un bâtiment, je crois, à l'hôpital Pasteur qui s'appelle le 27 Duval, où vous avez voulu mettre en place des start-up qui vont travailler sur tous ces sujets. Vous cherchez quoi? À être les pionniers de la silver economy, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'économie de services pour les personnes âgées?
C'est ça l'idée, que Nice devienne cette place-là? C'est exactement ça, c'est que la métropole de Nice soit un démonstrateur de ce que l'on peut faire pour améliorer la qualité de vie et le bien vieillir de nos concitoyens. Alors pourquoi à Nice et pas ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on s'est saisi du sujet? Pourquoi Christian Estrosi a voulu impulser cette dynamique? C'est que Nice, c'est la métropole qui a 10 ans d'avance en termes de démographie sur les grandes métropoles françaises, en termes de vieillissement. Et donc ce qui se fait ici, on a l'espoir que ça puisse servir l'ensemble du territoire national et même l'ensemble du continent européen. C'est le principe de la Cité européenne de l'innovation en santé, avec un sujet fort du bien vieillir. Alors on est une terre de numérique sur la Côte d'Azur, une terre d'innovation, et tout ce qui est produit, solutions, services du digital, ça permet beaucoup de choses, ça permet presque tout, et il faut se les approprier et que ces usages puissent servir la population finalement à bien vieillir, à bien comprendre, à être informé, à pouvoir remonter aussi des informations. Et on a tout un tissu économique que ça permet de développer en même temps, mais finalement l'enjeu premier n'est pas tant le développement économique, je dirais que c'est un bénéfice secondaire. L'enjeu premier, c'est l'innovation le plus vite possible dans la poche des Niçois pour qu'ils puissent être en bonne santé et bien vieillir le plus longtemps possible. Étienne Gernel, bonjour, PDG du Point, merci de vous être levé tôt pour être avec nous. Vous êtes avec nous ici, mais vous êtes également sur TV5 Monde. Pourquoi le Point est impliqué autant dans Neuroplanète? Vous voulez quoi? Conquérir les cerveaux au Point, c'est ça? On va pas réussir à les contrôler encore, mais à la rigueur, pourquoi pas. Non, mais pour une raison extrêmement simple, c'est que je pense que pour un journal, le sujet majeur qui vient, c'est la connaissance, le savoir, la science. Ce sont des terres d'exploration, ce sont des terres d'investigation pour les journaux. Pour nous, c'est absolument passionnant. Nos lecteurs sont passionnés par ça. Et le cerveau a cette particularité d'être en bonne partie encore une terra incognita. On a énormément de choses à découvrir. C'est une aventure formidable. Vous savez, j'ai lu, étant jeune, énormément de récits d'aventuriers, d'explorateurs, de Magellan. Et puis, la science aujourd'hui, c'est la grande aventure, c'est les grandes découvertes. Il y a l'infiniment grand, il y a l'espace, et puis ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, et on apprend des choses tous les ans, toutes les semaines, on apprend des choses nouvelles. Étienne Gernel, au moment où on parle tant d'intelligence artificielle, vous le savez, Jean-François Copé d'ailleurs a fait un livre qui marche bien là-dessus, qui est bien classé, avec toutes ces interrogations d'ailleurs liées à celle-ci, des interrogations de société. Quel avenir pour le cerveau humain, le bien humain, j'allais dire, pas celui de l'intelligence artificielle? Écoutez, il y a encore beaucoup d'avenir pour une raison très simple, c'est que l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on entend parfois ici et là, n'est pas l'imitation d'un processus, c'est l'imitation d'un résultat. C'est un calcul. L'intelligence artificielle, c'est comment est-ce qu'on arrive d'un point à un autre, mais le processus n'est pas du tout le même. Donc il n'y a pas d'intelligence artificielle au sens où on aurait dupliqué un cerveau humain. D'ailleurs, pour ça, il faudrait qu'on comprenne complètement comment il fonctionne. C'est l'imitation d'un résultat, même le deep learning, c'est l'apprentissage profond. Ça permet à une machine d'apprendre, d'accroître ses connaissances, d'accroître ses raisonnements, d'améliorer ses raisonnements, mais pas d'imiter le cerveau humain. Jusqu'à présent, personne n'y est arrivé. Il n'y a que les animaux qui arrivent assez proches de nous. Là, d'ailleurs, on va en parler, le cochon, le rat, qui sont assez géniaux, il faut le dire. Mais disons que les cochons et les rats sont en avance pour l'instant sur les machines. Alors vous qui fréquentez et qui traitez hebdomadairement les hommes et les femmes politiques dans Le Point, est-ce que vous trouvez que nos hommes politiques, nos leaders d'opinion aussi, ont un cerveau, Étienne Gernel? Eh bien, absolument. Alors, vous savez, dans ces temps d'antiparlementarisme et d'agressivité à l'égard des élus, moi, je pense que les gens se trompent souvent. On a quand même beaucoup de bons élus, on a beaucoup de bons politiques en France qui sont compétents, qui connaissent des choses, etc. Il y en a qui l'utilisent mal. Je ne vais pas donner la liste ici, mais il y en a quelques-uns qui l'utilisent mal. Mais on a globalement un bon niveau de politique en France, il faut plutôt s'en féliciter. Est-ce que Le Point va bien? Est-ce que c'est un hebdomadaire qui se porte bien pour terminer? Est-ce que Le Point va bien? Mais oui, ça va bien. On s'intéresse précisément parce qu'on s'intéresse à des sujets de fond. C'est ça que les gens veulent avoir. Ils veulent avoir du cerveau, ils veulent avoir du savoir, ils veulent avoir de la connaissance. Et on est là pour leur donner. Voilà, vous étiez également diffusé sur TV5 Monde, donc le message sera porté à l'international dans 200 pays et en 17 langues. 4e édition de Neuroplanète, des conférences, des ateliers. Il faut préciser que c'est gratuit, on voit l'affiche pendant que je parle, c'est au Centre universitaire méditerranéen jusqu'au 16 mars. Un dernier mot également à Olivier Guérin, vous allez vous-même participer aux conférences, répondre aux gens en quelques secondes. C'est interactif?
C'est surtout extrêmement intéressant parce que c'est un événement qui trouve un vrai sens auprès de notre population. On a eu plus de 6000 participants. Et donc c'est un sujet qui intéresse évidemment. Et pouvoir échanger, mais y compris sur mes aspects professionnels, c'est un vrai plaisir. Ça montre aussi la proximité des élus locaux qui ont aussi un métier avec la population et les concitoyens qu'on représente. Et Olivier Guérin va nous parler des plis du cerveau. Ce qui se cache derrière les plis du cerveau. Et oui, on a tous un cerveau très plié. Merci messieurs. Avec vous, on va essayer d'être un peu plus intelligent alors ce week-end à Nice. En plus, vous avez du beau temps. Merci beaucoup à vous deux. Bonne conférence, bons ateliers. Merci Neuroplanète, donc jusqu'au 16 à Nice. Merci d'avoir été en duplex et en direct grâce aux moyens de VIA, le réseau VIA Télévision, et d'Azur TV, notre chaîne partenaire de la TNT de la Côte d'Azur. Voilà, j'accueille sur ce plateau, merci messieurs, au revoir, Stéphane Beignet. Bonjour, vous êtes le directeur de l'information de TVR, Rennes 35 Bretagne. C'est la chaîne TNT de Bretagne, et qui est installé à Rennes, comme son nom l'indique. Alors, on va tout de suite parler de sujets qui fâchent. Hier soir, c'était le Stade Rennais, 8e de finale retour Europa League à Arsenal. Plus de 6000, on va dire, fans, aficionados rennais étaient à Londres. Et puis alors, la catastrophe est arrivée. La catastrophe, c'est la fin du parcours en Europa League, qui était une première pour ce club. Ils sont sortis des poules, ils ont battu le Betis Séville en 16e de finale. Optimiste, je vous vois souriant. Mais oui, souriant. Pourquoi ? Parce que déjà, Arsenal, ça n'est pas rien. C'était un 8e de finale d'Europa League. Je crois que c'est la fin de l'épopée pour cette année, mais l'ouverture d'une ère nouvelle. Quelque chose s'est passé depuis 15 mois, depuis l'arrivée aux commandes d'Olivier Létang, avec un jeune entraîneur, Julien Stéphan, qui hier soir, dans les vestiaires de l'Emirates, a dit écoutez, on a rencontré une équipe niveau Champions League. La marche était trop haute. Il y a eu 3-0. Rennes s'était imposé 3-1. Ce qui donnait de la confiance à ce peuple rennais, c'était que cette équipe, on pensait qu'elle pouvait marquer dans n'importe quel match. Hier soir, c'était trop timide, Sarr, et puis également Mbanyang, et puis Ben Arfa a eu des éclairs de génie, mais un petit peu trop tard. Et on voit ces images tournées par Christophe Penven hier au cœur de la capitale londonienne. Alors il y avait beaucoup d'ambiance, j'imagine. Énormément d'ambiance. Bon, ce matin, elle est moins bonne, j'imagine, le retour. Oui, voilà, c'est toujours plus difficile lorsque l'on revient avec une élimination, mais là encore... quelque chose s'est passé, maintenant il va falloir accrocher l'Europe la saison prochaine, il reste la Coupe de France et puis le championnat. Alors je précise également aux téléspectateurs que vous êtes correspondant du Grand Ouest Sport d'Europe 1 et que vous commentez les matchs. Oui, dans le Grand Ouest, dont le Stade Rennais. Pas seulement directeur de l'information de TVR, Rennes 35 Bretagne. Tout ça se passe en temps de Brexit, au fond. Comment d'abord l'ambiance était à Arsenal? Est-ce que vous avez des retours de ce qui s'est passé? Et alors, le Brexit affecte aussi la Bretagne avec des problèmes dans les entreprises qui craignent qui sont dans l'incertitude absolue, c'est ça? Bien sûr, parce que Grande-Bretagne, il faut savoir que les échanges sont très anciens. Je pense notamment à la Brittany Ferries, qui est la première compagnie de ferry en France, qui a été lancée en 1972 par Alexis Gourvenec. Au départ, c'était pour justement amener des légumes. Très vite, un an après, le trafic de passagers. Aujourd'hui, c'est 2 600 000 passagers transportés. C'est une compagnie qui a fait 8 millions de bénéfices l'année dernière pour avoir anticipé le Brexit. Là où Cyril... On voit les images pendant que vous parlez du Parlement anglais. Ce qui frappe, c'est l'incertitude absolue. C'est-à-dire, on va de vote en vote et puis on n'a toujours pas de solution. Donc j'imagine que concrètement, chez vous, en Bretagne, il se pose des questions. C'est l'inquiétude avec le no deal, parce que derrière, il y a quand même 5000 marins-pêcheurs en Bretagne. Et lorsque l'on dit un pêcheur en mer, ça veut dire 4 emplois, la transformation, la réparation des bateaux, les marailleurs. Donc vous voyez ce que ça représente pour cette Bretagne. Et si le Brexit devient dur, on estime, alors la fourchette basse, ce serait moins 20% de l'activité, ça pourrait aller jusqu'à
moins 40%. Vous voyez un peu l'inquiétude que l'on a dans une région où l'on a la façade maritime la plus importante de France, avec 2700 km de côte. Un mot sur TVR, Rennes 35 Bretagne, chaîne TNT, donc qui est née à Rennes. 1987. Voilà, donc presque précurseur dans la télévision locale. Elle se porte bien, la chaîne. Combien de journalistes vous dirigez l'information de cette chaîne? Alors aujourd'hui, on a une équipe de 11 journalistes au quotidien. Ça peut monter à 15-16 lorsque vraiment nous sommes sur des opérations spéciales. Il faut dire que cette chaîne est née d'un défi technologique, car lorsque la chaîne a été pensée en 84, il n'y avait que 3 chaînes, on le rappelle, en France, la 1, Antenne 2 et FR3. Et lorsque l'on a démarré en 87, on est arrivé, là il y avait une offre multipliée par 2, la 5, Canal, M6. Et nous on est arrivé avec 15 chaînes, on s'est développé, on était la première chaîne sur le câble en fibre optique, parce que c'est de la fibre optique avec cette technologie entre Lannion, dans les Côtes d'Armor, Rennes, cette technicité qui a vu la carte à puce, le verre fluoré, la télévision haute définition, le Minitel, l'ancêtre vraiment d'Internet. Eh bien, c'est ce défi technologique avec la fibre optique qui a vu cette chaîne se créer. Et aujourd'hui, on est sur 1 450 000 téléspectateurs. Voilà, et vous êtes partenaire maintenant de cette émission. Avec TVR, Rennes 35, sur le canal 35. Donc, en Bretagne, chaîne TNT régionale, Stéphane Beignet, directeur de l'information de TVR. Merci. Merci Cyril. Continuez vos commentaires de foot. On va retenir l'optimisme après la défaite donc, du Stade Rennais Arsenal hier soir. Merci Stéphane Beignet. On passe tout de suite à la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France et dans les départements français d'outre-mer. Puis on se retrouve juste après. À tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, dans un instant, on va retrouver notre invité politique, mais tout de suite, on part du côté du reste du monde. On vient d'en parler avec Stéphane Beignet, le directeur de l'information de TVR. Le Brexit, ce sont les premières images que nous envoie Télé 5 Monde. On va les regarder ensemble. Les députés britanniques qui votent massivement contre un second référendum et les députés britanniques qui votent massivement contre ce second référendum avec des tensions, vous allez le voir, au Parlement à Londres. On regarde ensemble, on se retrouve après avec l'invité politique. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Après avoir dit clairement non mardi à l'accord négocié entre la Première ministre et l'Union européenne, The ayes to the right, 242. The noes to the left, 391. après avoir dit timidement non hier à un divorce sans accord, les députés britanniques ont dit ce jeudi soir oui à un report du Brexit. Avec ce troisième vote, on n'en sait donc pas plus sur les conditions dans lesquelles le Brexit aura lieu, mais on sait qu'il n'aura pas lieu le 29 mars comme initialement prévu.
Les sirènes d'alerte à Tel Aviv sur ces images diffusées par l'armée israélienne. C'est le signal pour les habitants de se rendre dans les abris, une première dans la métropole depuis l'été 2014. 2 roquettes de longue portée ont été tirées jeudi soir depuis Gaza, à 70 km de là. Aucun dégât ni victime n'ont été constatés. Les 2 principales organisations politiques et militaires à Gaza, le Hamas et le Djihad islamique, démentent être responsables. La riposte suivra rapidement contre des positions des branches armées de ces 2 groupes. À Bab el-Oued, il existe des dizaines de petits groupes comme celui-ci. De jeunes hommes en pleine discussion en bas des immeubles. Cela prépare leur 4e sortie du vendredi. Passage obligé chez un buraliste pour acheter les feutres et les papiers pour fabriquer les pancartes. Et sur les toits un peu plus tard, ils retrouvent leurs collègues avec lesquels ils partagent leurs espoirs depuis quelques semaines, leurs désillusions aussi depuis des années. Moi, j'allais me marier il y a 13 ans, mais je n'ai pas pu le faire car je n'ai pas de travail ni de logement. Alors je suis resté célibataire. Il n'y a pas d'espoir dans ce pays. Ici, on se contente de survivre en attendant la mort. On sera enterré et oublié. C'est tout ce qui nous attend. Une tombe, oubliée. On est un mouvement, certes, québécois, canadien, mais surtout un mouvement mondial d'une génération qui dit qu'il faut agir maintenant et qui veut mettre ses décideurs face à l'urgence. Donc voilà, c'est un peu un cri d'appel, cette mobilisation. Et nous, voilà, aujourd'hui, notre collectif s'est occupé d'organiser les manifestations partout dans la province. Mais on sait très bien, et c'est très encourageant de savoir que la même chose va se passer en fait partout dans le monde. J'ai vu qu'il y avait au moins 100 pays qui participaient, donc on est très, très fiers d'y participer aussi.